Bonjour à tous, bienvenue à tous pour cette deuxième journée qui est co-organisée par le CEFIEC et le Collegium Santé. Je sais, d'après les inscriptions de l'ensemble des professionnels en région, que vous êtes à peu près 70 à nous regarder aujourd'hui. Et donc, bien évidemment, cette deuxième journée Collegium CEFIEC, on l'aurait préférée en présentiel pour nous tous. Malheureusement, on est encore un petit peu sous le joug de cette épidémie de Covid, même si les choses s'arrangent. On espère que c'est la dernière fois qu'on organisera ce type de journée en distanciel. Le présentiel, c'est quand même plus fraternel pour toutes nos formations en santé. Alors aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une journée sur le patient expert, je dirais même plutôt patient enseignant. Ce sont des nouvelles pratiques pédagogiques qui sont quand même finalement assez récentes dans nos formations, dans leur implication dans nos programmes de formation. Et finalement, ce qui se traduit un petit peu par le fait que cet après-midi, vous aurez des REX. On pensait que finalement, on aurait un grand nombre de REX et finalement, on n'en a pas eu tant que ça, ce qui illustre bien que c'est tout de même quand même une pratique assez récente. L'idée donc de cette thématique du patient enseignant, c'est l'idée de faire des binômes avec des professionnels de santé pour les enseignements, notamment dans nos instituts de formation. Et donc, finalement, au même titre que des nouveaux concepts comme l'interprofessionnalité, eh bien, finalement, ces pratiques d'engagement du patient enseignant sont des choses qui sont tout à fait à mettre en place à l'avenir. Ça illustre un petit peu, je dirais, des nouvelles pratiques pédagogiques, comme par exemple ce dont on parle beaucoup, mais que finalement on a parfois du mal à mettre en œuvre, qui est par exemple la classe inversée, et puis finalement ces approches dont je pense nos étudiants vont être à l'avenir très friands, vont participer à leur meilleure insertion dans leur pratique professionnelle. À ce titre-là, on peut penser finalement que ces nouvelles façons d'utiliser la pédagogie sont un petit peu encore aujourd'hui du domaine de l'expérimentation. C'est pourquoi finalement aujourd'hui on a choisi à la fois vraiment dans un aspect commun CEFIEC Collegium, eh bien de faire cette journée, peut-être un petit peu trop tôt par rapport à nos pratiques habituelles, mais malgré tout, cette implication des patients enseignants, c'est quelque chose qu'on va pouvoir définir tout au long de la journée avec deux conférences, je dirais, plénières ce matin, avec deux conférenciers que Jean-Denis Aubry présentera. Et puis finalement, je pense que ces deux premières conférences du matin nous permettront d'aller voir un petit peu ce qu'il est possible de faire, ce qu'on peut attendre de ce type d'enseignement, et puis aussi peut-être finalement des limites à ce type d'enseignement. Et j'espère que pour cela, cette première matinée sera très riche. Nous aurons sur le plateau, en compagnie de Jean-Denis et puis de moi-même, deux, je dirais, intervenants dans la pédagogie qui seront un petit peu le fil rouge de cette matinée, en la personne de Carole Fauveau, qui est directrice du GCS, mais aussi directrice de l'IFPS de Chambray-les-Tours, et puis le professeur Henri Marais, qui est le président du Collegium Santé Centre-Val de Loire. Pour juste, avant de passer la parole à Jean-Denis pour présenter nos conférenciers, juste pour vous préciser que vous êtes sur une chaîne YouTube et que si vous disposez d'un compte Google, vous pouvez poser directement vos questions. On les attend nombreuses d'ailleurs, hein. Pour ça, on a des modérateurs qui vont nous regrouper un petit peu toutes nos questions de façon à ce que cette matinée soit très riche. Et puis, vous pouvez aussi poser votre question tout simplement en envoyant votre question sur l'adresse mail collegium@univ-tour.fr. Voilà, je donne la parole à Jean-Denis Aubry et je vous souhaite une très très bonne journée autour de cette thématique du patient enseignant. Merci Christophe, bonjour à tous et à toutes, c'est vraiment un plaisir de se retrouver aujourd'hui sur cette journée régionale
organisée par le CEFIEC et le Collégium, la deuxième qui prend un petit peu cette dimension-là, après celle de 2019, qui, rappelez-vous, était sur les QCM de haut niveau. On a encore cette année choisi de réaliser cette journée sous l'égide d'une thématique qu'on peut partager ensemble, quelles que soient nos filières de formation en santé. Et donc voilà, d'être sur un socle commun qui vient interroger nos paradigmes de formation et qui viennent un petit peu permettre de repenser aussi nos ingénieries dans le champ de la santé, ou à l'ère de la démocratie sanitaire, démocratie estudiantine. C'est des termes voilà, et des courants qui sont de plus en plus ancrés dans nos dispositifs. Et bien voilà, ouvrir la porte aux patients dans nos systèmes de formation nous semblait intéressant de pouvoir évoquer avec vous ce champ des possibles aujourd'hui et de le partager avec nos orateurs conférenciers ce matin et avec des retours d'expériences régionaux cet après-midi, comme Christophe Auriou a pu le dire. Très heureux que le CEFIEC, pour ceux qui ne connaîtraient pas le CEFIEC, le comité d'entente des formations infirmières et cadres, donc ce matin, ces filières qui sont représentées et qui appartiennent aussi au Collégium Santé Centre Val-de-Loire, que je remercie à nouveau par la présence du professeur Henri Maret et de Christophe Auriou d'être en association pour l'organisation de cette journée qui est une source d'enrichissement pour tout à chacun. Une journée placée sous l'égide du patient enseignant. Sans doute nos orateurs viendront nous aider à clarifier ces termes. On parle de patient expert, patient partenaire, père aidant. Et donc là, voilà, on ouvre aussi à cette terminologie du patient enseignant. Remercier aussi dès ce matin, on le refera bien sûr en fin de journée, mais deux soutiens institutionnels qui nous ont permis aussi d'organiser cette journée. J'entends par là le Conseil régional Centre Val-de-Loire, en la personne de la vice-présidente Magali Bessard, qui a pu nous soutenir dans l'organisation de cette journée, Madame Blanc aussi, qui a été en relais, et puis bien sûr le président François Bonneau, qui a pu aussi manifester son soutien, sans oublier l'Agence régionale de santé, qui nous soutient également dans l'organisation de cette journée, en la personne anciennement de Madame Barthélémy, qui avait accompagné la genèse du projet et toujours suivie par Madame Bengte, qui normalement doit être, comme beaucoup d'autres personnes, derrière son écran ce matin pour suivre cette journée et tous les échanges qu'on va pouvoir avoir ensemble et ces temps de partage. On a donc la chance ce matin d'avoir deux orateurs. Certains ont déjà pu bénéficier de leurs apports et de leurs retours sur leur recherche, sur leur production académique. Monsieur Berkès et Madame Dex, que je salue, qui sont en ligne avec nous en distanciel. Et donc, c'est eux qui vont pouvoir commencer à ouvrir cette journée. Voilà, bonjour à vous deux. C'est certes, voilà, une journée en distanciel, ça a été compliqué à organiser et on préférera le présentiel à l'avenir, comme le disait M. Auriou. Grâce au distanciel, on arrive aussi à faire cette visio avec nos deux orateurs présents ce matin, qui vont donc intervenir sur deux moments de la matinée. On rassure tout le monde, hein, dans le distanciel, c'est bien d'avoir des espaces de respiration. Donc à 11 h, il y aura une pause pour permettre voilà, aux orateurs de respirer et à vous aussi, les internautes qui nous suivez. Et on repartira après pour un deuxième temps. Ce qui est intéressant, c'est que leur intervention, dès ce matin, on va avoir un partenariat car elle se fera à deux voix. Hein. Les deux orateurs vont intervenir de façon concomitante et derrière ça, voilà, on verra déjà le lien qui s'opère entre les deux. Nos deux orateurs ce matin, c'est tout d'abord Claude Dex, d'être avec nous ce matin. Claude Dex est patiente partenaire. Et elle est affiliée à l'organisation Savoir Patient, qu'elle nous redéfinira peut-être d'ailleurs hein, en termes de contours. Et aussi, elle représente l'Institut pour la promotion des patients aidants, partenaires de santé. Il y a déjà voilà, pas mal de verbatims là, qui sont utilisés et derrière lesquels il se niche des choses à développer par la suite. Donc bienvenue à vous Claude Dex et merci pour votre présence ce matin. Et elle sera accompagnée, d'Alexandre Berkès. Alexandre Berkès, conseiller stratégique au Centre d'excellence sur le partenariat avec les patients et le public du Centre hospitalier de l'Université de Montréal. Donc peut-être qu'il nous redonnera aussi quelques éléments voilà, de contours de ces activités en France aujourd'hui et antérieurement sur le sol de nos amis québécois.
Voilà, pour ces mots d'introduction, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de l'horizon de comment va se décliner cette journée, qu'on souhaite fructueuse dans nos échanges, dans nos partages. On est là aussi dans un esprit de co-construction, tous ensemble, pour aller penser, repenser nos ingénieries de formation dans le champ de la santé. Et eh bien, c'est l'heure de leur laisser toute la place à Alexandre Berkès et Claude Dex. Et merci à tous de nous suivre en cette journée. Bonjour à tous. Alors, je vais effectivement commencer, vu la technique, par partager effectivement l'écran pour vous permettre effectivement aussi de suivre les éléments que nous allons vous présenter et vous partager. Hop, je pense que c'est bon. Vous me confirmez que c'est bon, super. Impeccable. Alexandre, tu démarres ou... Oui, pardon, Oui, je regardais de mon côté, pardon. ce n'était pas encore le cas. Ah. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi aussi d'être là avec vous aujourd'hui et avec Claude. On vous a proposé, on avait donc initialement l'objectif, c'était d'avoir deux présentations distinctes et on a préféré la construire ensemble dans les derniers jours avec Claude, de manière à vous justement illustrer une partie de ce qu'est ce partenariat et cette espèce de danse qui se passe entre deux perspectives, deux types d'expériences assez complémentaires. Et l'objectif, ça va être surtout aussi d'avoir une discussion avec vous dans le sens où il y a beaucoup d'éléments qu'on va vous présenter qui sont propres au contexte dans lequel on a fait ces projets-là. Et donc, ça va être assez important pour vous, à travers la partie conversation, la partie chat, de poser des questions et d'essayer de voir comment vous pourriez déployer ces approches-là. C'est un peu comme en philosophie, le plus important, c'est les questions plutôt que les réponses. Donc, c'est vrai que ça donne, on aime ça, les réponses, ça nous donne des exemples de projets plus ou moins inspirants qui pourraient nous aider au quotidien. Donc, c'est une partie de l'objectif. Mais le deuxième, surtout, c'est que vous repartiez avec des questions que vous allez pouvoir vous poser ensemble avec vos collègues et avec des personnes concernées dans les contextes d'enseignement, c'est-à-dire les étudiants comme les patients et notamment et aussi les soignants. Et que ces questions-là, vous les répondiez ensemble. Donc, l'objectif, surtout, en tout cas, pour nous, c'est que vous repartiez avec des questions. Claude, ah oui, par contre, c'est toi qui as le contrôle. Donc je pense pas Moi que qui ai le contrôle, effectivement. Donc, du coup, on va vous proposer, comme effectivement Jean-Denis Aubry l'a précisé, donc du coup, cette intervention en deux temps. Donc, dans un premier temps, de revenir un petit peu sur les fondements théoriques et des exemples d'expérimentation, que ce soit en France ou au Québec, effectivement, sur cette notion de partenariat. Et dans un deuxième temps, justement, d'aller questionner et d'aller réfléchir un petit peu aux stratégies de déploiement au niveau organisationnel de ce partenariat. Allez, donc, voilà un petit peu le sommaire de cette présentation. Donc, on va revenir effectivement sur pourquoi à un moment donné, pourquoi cette question du partenariat, pourquoi effectivement vrai travailler ensemble, pardon, et effectivement associer ces savoirs, compétences effectivement complémentaires. Donc, on va reposer un petit peu le contexte de tout ça. On va vous proposer effectivement dans un deuxième temps quelques exemples. Voilà, de choses qui se font, qui se sont faites. On va revenir un petit peu sur la partie, un petit peu aussi l'évaluation, le partenariat dans l'évaluation du coup des étudiants. Et après ça, un petit temps effectivement d'échange de questions, juste avant effectivement la pause de 11 heures. Et sur la deuxième partie, donc on vous proposera effectivement de revenir un petit peu sur plutôt la vision stratégique, le côté un petit peu stratégique et comment est-ce qu'on peut à un moment donné quelles sont les stratégies de déploiement du partenariat, donc avec notamment l'exemple de l'Université de Montréal. Et puis voilà, justement, Alexandre parlait effectivement de ces questions, de se questionner et ainsi de suite, que vous puissiez effectivement repartir avec des questions effectivement sur lesquelles peut-être vous aurez certainement un certain nombre d'éléments de réponse aujourd'hui, mais de repartir avec des questions pour pouvoir à un moment donné implémenter au sein de vos organisations justement cette approche du partenariat. Donc voilà un petit peu le découpage de cette matinée. Alors je vais effectivement
peut-être me présenter, je vais essayer rapidement. Voilà, pour Jean-Denis Aubry a posé effectivement, voilà, moi je suis patiente partenaire, très impliquée donc, dans une structure qui s'appelle donc Savoir Patient, qui est Institut pour la promotion des patients aidants partenaires en santé. Donc pour faire vite, cette structure en fait est un collectif qui regroupe à la fois effectivement des patients partenaires, des professionnels de santé et des personnes issues du milieu universitaire, dont l'objectif effectivement est de développer et de favoriser le partenariat au sein, à tout, je dirais, à tous les niveaux. Donc, effectivement, d'un point de vue vraiment philosophique, on est vraiment ancré dans les valeurs du partenariat, avec cette complémentarité justement des uns et des autres et des différents profils. Et c'est ce que l'on met en œuvre effectivement dans l'ensemble de nos actions au quotidien. Donc, dans les missions effectivement de Savoir Patient, on a bien sûr du coup le fait de développer la participation, l'implication effectivement des patients partenaires à tous les niveaux, que ce soit dans les milieux de soins, que ce soit dans la formation. Du coup, on met à disposition, en tout cas on a la possibilité de mettre à disposition des ressources, donc patients partenaires, pour un certain nombre de structures, d'établissements. Voilà, c'est un peu notre philosophie. Alors ça, c'est effectivement un petit peu on va dire mon œuvre et mon ouvrage d'aujourd'hui au sein de Savoir Patient, mais effectivement, il se nourrit forcément d'un parcours qui s'est construit peu à peu, pas à pas. Voilà, un petit peu, donc présenter un petit peu mes prismes et expériences. Donc voilà, moi j'ai été il y a quelques années formée à l'Université des patients. Donc là aussi, on est toujours dans cette dynamique, comment à un moment donné, notamment dans l'enseignement, et l'Université des patients en est une illustration parmi tant d'autres, comment à un moment donné, on forme ensemble des acteurs avec des profils effectivement patients partenaires, avec des profils professionnels de santé, pour construire effectivement aussi et réfléchir aux organisations de soins de demain. Donc je l'ai vécu en direct pendant effectivement quelques mois. Ce fut un enrichissement très important. J'ai effectivement aussi découvert, un petit peu avant, mais en tout cas creusé un peu plus tous les travaux qui étaient notamment menés au Québec. Ça a nourri effectivement aussi mon travail de mémoire au sein de l'Université des patients. Donc j'ai un parcours associatif aussi assez important, un engagement associatif important, pour lequel effectivement, forcément, j'ai mis, on va dire, au service d'autrui ces savoirs expérientiels dont on parle. Donc voilà, au sein d'une ou plusieurs associations. Et aujourd'hui, effectivement, j'interviens en tant que patiente partenaire, mais du coup pas que, avec plusieurs casquettes, de par effectivement ma formation à l'Université des patients, donc sur un Master 2. J'interviens aussi auprès de structures, notamment dans le cadre de l'éducation thérapeutique et la gestion et la qualité des soins, sur des missions d'accompagnement, de formation diverses et variées, et aussi, forcément, dans la formation initiale et continue des professionnels de santé, notamment au sein d'un certain nombre d'IFSI de la région Occitanie. Bon, peut-être, je ne sais pas si mon accent le montre, mais voilà, je suis sur la région Occitanie. Donc voilà, un certain nombre d'IFSI ou d'établissements qui forment des professionnels de santé. Donc vous avez quelques exemples effectivement ici. Claude? Oui. J'ai l'impression que c'est pas la dernière version parce qu'il y avait marqué boucle de rétroaction dans le FAT. Donc, si tu peux regarder entre-temps si c'est la bonne et sinon la changer, je vais présenter mes prismes et expériences sans le support de diapo en attendant. Oui. Je te laisse parce que j'ai vu quelles sont les boucles de rétroaction, mot qu'on a changé hier. Ah, pardon. Ah, alors. On te regarde entre-temps. Okay. Donc, moi, je me présente par rapport à mes expériences. Donc, effectivement, je m'intéresse au développement des pratiques de partenariat d'enseignement depuis à peu près 13-14 ans maintenant, dont l'essentiel de ces années-là au Québec, en particulier à l'Université de Montréal. Donc, moi, je me suis fait embaucher en 2010 comme chef de projet de la réforme du programme de médecine, justement dans l'objectif, avec Vincent Dumez, un patient partenaire particulièrement impliqué au Québec, dans l'objectif de développer ces pratiques-là. Alors, juste pour vous dire, justement, on va partir, je vous donnerai, c'est ça qui est intéressant avec l'Université de Montréal, c'est qu'aujourd'hui, on a un peu plus de 10 ans de recul. Donc, c'est là où on va pouvoir revenir sur au-delà des projets de partenariat dans l'enseignement,
qui se déploie partout en France. Hein. Par exemple, il n'y a pas que le Québec qui a de l'avance là-dessus. Hein. Moi, quand je suis revenu en France, j'ai été étonné quand je voyais le discours de beaucoup de Français qui me disaient ah, le Québec est tellement en avance sur ci, sur ça, etc. Et en fait, en faisant le tour de beaucoup d'institutions en France, j'ai trouvé que les pratiques et les projets notamment étaient tout aussi avancés, ou plusieurs très, très avancés. Et là où il y avait une petite différence, c'était dans cette approche systémique, c'est-à-dire de le faire à l'échelle d'une institution au complet, poussée par les pouvoirs publics, avec un tant soit peu de ressources, etc. C'était essentiellement là qu'il y avait un retour. Donc, c'est pour ça que la deuxième partie, quand on va parler de stratégie, c'est là-dessus, je pense qu'il y a une forte valeur ajoutée, qui est de dire quel est le recul des choix qui ont été faits dans le temps, sur quelle entité organisationnelle, est-ce que c'est sous le doyen, est-ce que c'est dans une dimension transversale, dans par exemple une entité d'innovation pédagogique, est-ce que c'est dans un département de médecine générale, est-ce que dans un IFSI, où est-ce que ça se fait? Donc, selon où on a par exemple implanté l'entité méthodologique d'accompagnement des enseignants à l'intégration des patients enseignants, qu'est-ce que ça a eu comme impact d'implanter cette entité à tel ou à tel endroit, ou la manière d'identifier ou recruter ces patients enseignants, selon les critères qu'on a choisis, les démarches qu'on a mis en place, qu'est-ce que ça a eu comme impact sur le succès ou non, ou le type d'activité qui s'est réalisé. Donc, moi, je reviendrai essentiellement sur cette expérience-là. Pour vous dire, donc, quand on parle du modèle de Montréal, c'est quelque chose d'un peu plus large, par contre, que le patient enseignant, c'est tout l'ensemble méthodologique d'identification, d'accompagnement et d'évaluation des projets de partenariat et des contextes de partenariat, que ce soit dans l'enseignement, mais on l'a fait aussi donc, dans les soins, l'organisation des soins, l'amélioration continue de la qualité, la recherche en santé, etc. Donc, le modèle de Montréal, ceux qui entendent ce terme-là, ça ne fait pas référence aux patients enseignants, ça fait référence à tout l'ensemble méthodologique, les principes méthodologiques qui ont été considérés comme des invariants à travers tous ces contextes-là. C'est-à-dire, il y a certaines pratiques qui ont composé les facteurs clés de succès à travers ces différentes initiatives. Notamment, je vous en donne un exemple concret, c'est l'approche par compétences. C'est-à-dire, si je fais un exemple assez différent avec la France, c'est qu'en France, on a tendance à beaucoup identifier les patients enseignants ou les pères aidants ou autres à partir du fait qu'ils aient ou non un diplôme dans le domaine. Un DU en éducation thérapeutique, un DU en pédagogie, une formation sur le patient à X ou Y. Plutôt que d'avoir une approche par compétence, ce qui est très propre à l'Amérique du Nord, qui est de dire on met les gens en situation et on voit si en situation, ils réalisent la mission qu'on attend d'eux. Donc ça pourrait être par exemple un exemple d'illustration méthodologique qui permet de voir comment éviter ce genre d'erreur qu'on peut voir, c'est-à-dire par exemple des approches par diplôme qui ont certains enjeux en termes de résultats par la suite. Aujourd'hui, moi, je déploie principalement ces pratiques. Je suis aux Hospices civils de Lyon, j'y suis 2 jours par semaine où j'accompagne des équipes cliniques dans l'intégration de patients partenaires dans les soins et l'organisation des soins. Je fais la même chose en Bretagne, dans une structure régionale d'appui financée par l'ARS, où on accompagne tous les professionnels libéraux au sein des établissements, dans les instituts de formation, au déploiement des pratiques de partenariat avec les patients. Et je suis encore rattaché au centre d'excellence où justement je fais certaines missions en France ou au Québec associées sur la même thématique. Et juste pour vous dire qu'au niveau formation initiale et continue, en France, par exemple, je le fais davantage au quotidien à l'école des hautes études en santé publique, donc auprès des directeurs de soins, des directeurs d'hôpitaux, des inspecteurs de santé publique, mais aussi à la faculté de médecine de l'Université de Bretagne occidentale à Brest et puis à Rennes. Tu peux passer la suivante, Claude. Donc ça, c'est un petit peu avec quoi avec le prisme avec lequel on va vous parler. Et donc, ça montre aussi nos œillères. Il y a peut-être des choses qu'on va vous présenter davantage, qui vous intéressent moins, et d'autres qui vous intéressent et qu'on ne va pas aborder. Donc, surtout, n'hésitez pas dans le chat à nous ouvrir sur ces horizons-là. Donc, le pourquoi. Parce que ça va pas, c'est pas aussi naturel que ça. Tu peux la défiler au complet, Claude, parce que je vais aller plus vite sur celle-là. On est déjà quasiment à 10 minutes, ça va vite. Tout ça, ça émerge pour plusieurs raisons, mais je vais commencer par le contexte sociétal. C'est que, en grande partie, on voit déjà une évolution des besoins populationnels en matière de santé. On a à la fois une chronicisation des maladies, mais aussi une augmentation du degré de littératie des personnes, d'accès à l'information. Les relations de soins changent. Les professionnels de santé font plus face à des personnes de la même manière qu'il y a 20 ans ou il y a 50 ans. Et de ce fait-là, on se rend compte qu'à la fois les personnes ont des problématiques de santé qui changent et qui ne demandent pas le même accompagnement. Et de l'autre côté, on a aussi un système de santé qui a été conçu pour un autre type de relation de soins et d'autres types de problématiques de soins. Donc, quand on est centré essentiellement vers l'aigu, l'urgent ou le curatif, ça ne demande pas les mêmes compétences pour un professionnel de santé que celles requises pour un système de santé qui devrait être organisé pour l'accompagnement ou le développement des pouvoirs d'agir des personnes. De ce fait-là, ça, c'est une des premières tensions que ça génère.
La deuxième, c'est on le voit aussi, il y a une forme de perte de légitimité et de crédibilité de l'autorité générale, des politiciens au sens chef d'État, députés, etc., mais aussi des expertises traditionnelles en santé. L'utilisation ou l'expérimentation par plusieurs patients qui font l'épreuve ou l'expérience de choses insatisfaisantes dans le système de santé classique et formel vont chercher des alternatives, expérimentent d'autres choses. Et justement, ça commence à jouer sur la relation de pouvoir et de savoir entre les patients et les professionnels de santé. Et notamment, ça se voit dans les très faibles niveaux d'observance au traitement, notamment dans les maladies chroniques, ou si je vous donne l'exemple des maladies cardiovasculaires, on arrive à peu près entre 50 à 65% d'inobservance au traitement en France. C'est-à-dire soit un traitement pas pris, soit pas pris de la manière adéquate pour améliorer l'état de santé. Donc, quand on arrive avec ça, soit on a l'hypothèse qu'on a juste en face de nous des mauvais patients, ou on est dans un contexte relationnel où il y a des problèmes de confiance, d'établissement d'une certaine relation qui permet, on se dit je suis entendu, c'est pour mon bien, cela me permet aussi de développer de l'autonomie et de ne pas dépendre entièrement du système de santé ou du professionnel de santé. Et de ce fait-là, dans ce contexte-là, globalement, il y a une demande de la population en général et des patients en particulier d'avoir une participation plus active et directe au sein de leurs soins. Ça ne concerne pas l'ensemble des patients. Il y a des personnes qui vont vous dire qu'ils sont très bien dans un modèle en mode approche centrée ou paternaliste et qui ont envie d'être pris en charge au sens littéral. Mais il y a une partie croissante de personnes qui souhaitent cet engagement plus actif et pour lesquelles on n'est pas organisé de cette manière-là. Et dans lequel, justement, on se dit comment on accompagne dès la formation initiale, mais même dans la formation continue, nos professionnels à faire face à ce type de situation de soins. Et donc, c'est là que se pose la question du patient enseignant. Il n'y a pas que le patient enseignant qui peut contribuer à ça, mais il y a une partie des compétences qu'on a besoin pour faire face aux défis de santé aujourd'hui dans les établissements de santé qui nécessite, et on verra sur quels aspects en particulier, la présence de personnes qui ont soit la perspective de la vie avec la maladie, c'est-à-dire qui ont été changées dans leur rapport au monde par l'expérience de la finitude, de la souffrance et autres, et qui regardent le même objet que nous, c'est-à-dire les compétences des professionnels d'un autre œil du fait de ce changement de perspective. Il y a ceux qui ont acquis des réels savoirs expérientiels, c'est-à-dire des compétences qu'ils mettent en place au quotidien pour prendre soin d'eux ou d'autrui et qu'on n'a pas développées en tant que professionnels de santé et qui, de ce fait-là, nécessitent qu'on mobilise ces compétences spécifiques dans le cadre pédagogique pour que les étudiants prennent conscience, que les patients peuvent être des alliés et ont des compétences concrètes qu'on peut mobiliser dans le soin, et deuxièmement, que ce sont des acteurs légitimes et crédibles pour intervenir dans les contextes d'enseignement. Je t'en prie, Claude, tu peux avancer. Donc, tu peux les mettre dans l'ensemble également. Donc, par exemple, je vous donne deux exemples du postulat du modèle de Montréal, c'est-à-dire ce qui a été posé comme des postulats éthiques et épistémologiques, c'est en termes de savoir, qui est de dire, premièrement, dans la faculté de médecine, on a dit aucune décision de soin n'est optimale s'il n'y a pas mobilisation des savoirs expérientiels de la personne concernée et de ses pouvoirs d'agir, du développement de ses pouvoirs d'agir. C'est-à-dire qu'on a quand même posé culturellement dans une faculté le fait que mobiliser de manière unilatérale des savoirs biomédicaux ne permet pas d'obtenir les meilleurs résultats de santé. C'est quand même quelque chose d'assez dérangeant, déstabilisant, et c'était volontaire. Peut-être c'était de pousser un petit peu juste la déstabilisation pour pouvoir discuter de nouvelles choses. Mais c'était de dire, globalement, je peux avoir le meilleur professionnel de santé, compétent, le bon matériel, de la bonne manière. Si je ne suis pas capable de créer une relation de confiance ou quelque chose qui fait sens pour la personne en face de moi, ça veut pas dire que nécessairement les résultats de santé seront les meilleurs. Donc, j'ai besoin de mobiliser d'autres dimensions qui participent aussi à la santé. Et en fait, si on regarde un petit peu les travaux de recherche sur le sujet, ce sont essentiellement ces autres déterminants en fait, qui déterminent la santé. Donc, je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas important, toutes les compétences, l'adéquation technique, etc. Mais on se rend compte qu'ils participent, mais ils ne sont pas à la santé de la personne, mais ce ne sont pas eux qui déterminent entièrement ces variables-là. Donc, d'où l'importance de s'intéresser aux autres variables. Et que tout professionnel de santé aussi, ça c'est un postulat fort qui permet un petit peu de le poser en termes de pari, qui est de dire tout professionnel de santé, s'il pratiquait dans les conditions adéquates, il exercerait son métier de manière coopérative avec les personnes concernées. C'est-à-dire qu'on prend pour acquis dans le modèle de Montréal que s'il y a dans beaucoup de cas, on a des pratiques qui sont davantage soit paternalistes, soit en mode approche centrée, c'est-à-dire on travaille pour l'autre plutôt qu'avec l'autre, c'est essentiellement parce qu'on est fatigué, on va vite, ça court, on a la tête dans le guidon, et qu'on n'a pas forcément aussi les compétences ou outillés pour faire face à la complexité des situations humaines. Mais on prend le pari que si on le faisait adéquatement, la majorité des gens travailleraient de manière coopérative avec les personnes concernées. Deux autres points. Trois autres. On interroge cette dichotomie entre soignants et soignés. On dit dans la majorité des cas, en fait, des patients, par exemple, chroniques ou avec des maladies rares,
sont des gens qui sont des acteurs de soins à part entière au quotidien. Ce n'est pas juste des gens passifs qui reçoivent ces soins et services de santé, mais c'est des gens qui agissent dans les soins. Et de ce fait-là, comment peut-on penser, par exemple, un plan d'action, un plan d'intervention interdisciplinaire ou un plan d'action, un plan de soins pour améliorer la santé de la personne, sans considérer cet acteur de premier plan avec ou un proche. Et en partie, c'est savoir. Et je vais arriver sur le dernier point plus tôt. Ça, c'est extrêmement important du point de vue de la transformation culturelle. On se rend compte depuis des années que quand on veut faire changer des pratiques ou des comportements, comme en santé publique, la meilleure solution, ce n'est pas de rajouter de l'injonction individuelle aux individus, c'est-à-dire de leur dire « Comment ça, tu ne travailles pas en partenariat ?» Enfin, ça n'a pas de sens. En fait, c'est forcément la façon de fonctionner. Si tu étais un bon médecin, si tu étais une bonne infirmière, tu travaillerais en partenariat. Et si on revient au postulat du modèle de Montréal qui dit que les gens travailleraient de cette manière-là dans les conditions adéquates, ce qu'on a donc eu comme philosophie, c'est de dire on va davantage travailler sur les conditions qui déterminent la pratique de soins que de renforcer une espèce d'injonction éthique aux individus, de leur dire travaillez différemment. C'est à vous que ça appartient de faire d'autres choix, de considérer l'individu et ses savoirs expérientiels, c'est de dire il est dans un environnement qui ne favorise pas la prise en compte des savoirs expérientiels des personnes et qui ne favorise pas la temporalité qui permet de créer une relation de confiance ou d'écouter le projet de vie de la personne. De ce fait-là, c'est la proposition qui vient avec les tensions sociétales et de santé qui ont été présentées dans la première diapositive, qui est de dire une des manières de faire changer ces comportements dans cette direction-là, ce n'est pas de dire aux gens faites comme ça, en tout cas, ce n'est pas l'axe principal dans lequel il faut mettre son énergie, de ce qu'on a appris, mais essentiellement de faciliter le contexte pratique dans lequel ils vont pouvoir travailler de cette manière-là. Et on va vous donner des exemples concrets de ça. Je te laisse poursuivre, Claude. Alors, je suis désolée, je crois que j'ai des travaux au-dessus de ma tête. J'espère que vous ne les entendez pas. Oh, super, bon, enfin, là, ils sont arrêtés. Désolée, j'espère que vous ne les entendrez pas. Moi, je prendrai le relais si on ne t'entend vraiment pas. Ok, parfait, parfait. Hop. Du coup, je crois que tu étais là-dessus, Alexandre, encore. Non, c'était moi, ok. Ouais. En gros, l'illustration de ce que je viens de vous dire, il n'y a pas grand-chose à rajouter, c'est le modèle de Montréal, en particulier, s'est développé sur le constat que les approches centrées, c'est-à-dire celles où on travaille pour le patient est au centre, le patient est le sens de ce qu'on fait au quotidien, à ses limites. À ses limites, parce qu'au bout d'un moment, l'empathie permet de tendre la main vers l'autre, mais on ne peut jamais se substituer à l'expérience que vivent les personnes. Et au-delà de cette dimension très existentielle, il y a aussi le fait que de ce fait-là, on ne voit les problèmes, les enjeux qu'à partir de son prisme. Et si on est fatigué et qu'on a la tête dans le guidon au quotidien, c'est le cas quand même de beaucoup de professionnels de santé, c'est difficile de se dire qu'on va s'engager ou prendre le temps ou prendre l'énergie ou l'attention de faire évoluer les choses un petit peu différemment et de se dire, on voit qu'avec ce patient, il faudrait faire quelque chose d'un peu différent, mais quand on imagine tout le détour qu'il faudrait faire, aller convaincre le cadre de service, aller convaincre l'institution qui nous donne des ressources, on se dit, non, je mets ça de côté, c'est trop compliqué, je fais comme je fais d'habitude, je fais ce qu'il y a à faire et puis ça fera la job. Et que de ce fait-là, de cette prise de conscience que les conditions ne sont pas adéquates pour faire ce que les gens, des fois, spontanément voient, c'est de se dire le meilleur moyen, c'est de travailler avec les personnes. Et juste pour vous donner un exemple concret, c'est que nous, on l'a vu quand on a mis en place ce qu'on appelle les plans d'intervention interdisciplinaire, c'est-à-dire pour les cas complexes à l'hôpital, les personnes qui requièrent la participation de beaucoup de professionnels de santé, ces réunions, elles se faisaient toujours sans les personnes concernées. Alors, on avait 5, 6, 7, 8 professionnels autour de la table, et souvent, ça finissait en mode maternel, chamaillerie de « bah oui, mais c'est la faute du travailleur social, c'est la faute de l'EduxP, c'est la faute de l'ergo, c'est la faute du kiné ». Il y a eu toujours un enjeu où on se renvoyait la balle les uns les autres, et quand la personne concernée était là, on voyait que ça changeait beaucoup la dynamique, parce qu'on ne s'abaissait pas à ça. On se sentait responsable de faire l'effort, de trouver une solution pour la personne qui venait nous dire « mais moi, je ne peux pas continuer à faire ça. En fait, je ne peux même pas aller chercher mes enfants à l'école avec ça parce que ça me fait tellement mal que ça me bloque à la maison. » Et à chaque fois, les gens nous partageaient ce qu'ils vivent au quotidien. Et quand ils sont là directement, au-delà de l'avoir lu sur le rapport et de le voir écrit sur le papier de manière un peu chosifiée, la présence de ces personnes nous obligeait, nous mettait en disposition de faire cet effort, de trouver une solution et de s'engager collectivement à le faire. Individuellement, c'est quasiment impossible parce qu'on est tous fatigués là-dedans et puis les conditions ne sont pas adéquates. Mais collectivement, ça nous mettait dans une disposition à aller chercher cette solution supplémentaire. Donc, l'objectif de cette transition, quand on parle de partenariat, c'est dire comment on passe du pour, travailler pour la personne, à avec cette personne. Je t'en prie.
Oui, et du coup, effectivement, ça va nous amener effectivement à essayer de poser un petit peu justement les différents niveaux de participation. Donc le continuum d'engagement des patients aidants partenaires. Donc ce niveau d'engagement, hein, cet engagement ce continuum d'engagement qui montre à un moment donné comment dans différents niveaux de participation, l'engagement peut s'opérer de manière plus ou moins intense, de la simple information aux véritables partenariats qui sont effectivement du coup situés dans les deux extrêmes, et avec un leadership des uns et des autres, de ces acteurs-là, qui est de plus en plus partagé. Pour illustrer effectivement, et dans la continuité de ce que disait Alexandre, un patient, il peut être effectivement informé des décisions prises par les professionnels de santé concernant le projet thérapeutique qui le concerne, et à l'inverse, au plus haut niveau effectivement de participation, les patients et les professionnels de santé s'engagent ensemble, effectivement, dans une démarche d'éducation réciproque, de manière à ce que le patient soit en capacité, effectivement, de poser ses propres choix. Donc, effectivement, voilà, on peut dire effectivement une échelle qui n'est pas tout à fait une échelle, mais en tout cas avec des situations qui vont s'exercer de différentes manières en fonction de ce niveau effectivement de participation. Alors, pour essayer d'illustrer un petit peu tout ça dans le cadre à l'intérieur des activités pédagogiques, voilà, illustrer un petit peu à quel niveau de participation on peut être à partir de différentes situations. Par exemple, effectivement, proposer à un patient partenaire d'assister à un cours à une date et heure déterminée où tout est fait, le contenu est écrit, les objectifs pédagogiques sont fixés, on est effectivement à un niveau d'engagement de l'ordre de l'information. Plus effectivement on avance, par exemple, effectivement, je suis enseignant, j'ai envie effectivement d'intégrer, ou en tout cas de faire intervenir des personnes dans le cadre effectivement de l'enseignement, par exemple sur la maladie mentale, et j'ai envie de faire intervenir voilà, des personnes au sein de cet enseignement. Par contre, je me pose la question, est-ce que je vais plutôt chercher du côté des collectifs ou des associations, ou est-ce que effectivement je m'adosse plutôt et je travaille plutôt avec une personne directement concernée effectivement par la maladie mentale. Donc là, je vais demander potentiellement l'avis d'un patient partenaire que je connais et je lui dis, voilà, j'ai ces deux alternatives, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce qui serait, d'après toi, peut-être le plus pertinent par rapport effectivement à mon objectif et à mes intentions pédagogiques dans le cadre de cet enseignement. Donc là, on est plutôt de l'ordre de la consultation. Je vais consulter effectivement une personne pour essayer d'éclairer un petit peu mon choix et ma décision. Sur le niveau d'engagement qui est plus de l'ordre de la collaboration, ça pourrait être par exemple de proposer à un patient partenaire de participer à une réunion de travail pour réfléchir ensemble à ce qui pourrait être fait pour développer effectivement telle compétence chez les étudiants. Le niveau effectivement plutôt là partenarial, ce serait effectivement d'avoir un binôme, ce binôme effectivement patient-partenaire et enseignant qui assure effectivement en co-leadership, qui vont effectivement être en co-leadership et qui vont questionner les modalités pédagogiques adaptées pour développer les compétences ciblées que l'on souhaite cibler, et qui vont co-construire, coordonner et co-animer effectivement cette activité pédagogique. Donc là, voilà, une illustration, en tout cas des exemples ou des illustrations pour essayer effectivement de repositionner ce niveau d'engagement à l'intérieur des activités pédagogiques. Donc du coup, effectivement, on voit bien que on a
ces acteurs potentiels qui, en fonction effectivement de leur participation à ces niveaux d'engagement, on a des profils effectivement de patients aidants partenaires qui vont assurer une diversité effectivement de missions. Et déjà effectivement au démarrage, on a effectivement le partenariat qui va venir effectivement ce profil de patient partenaire qui est effectivement au niveau de la population, au niveau et qui va effectivement agir pour lui-même et être acteur de sa propre santé. Donc, on a effectivement ce partenariat qui vient et qui se met en place dès le départ, effectivement, pour soi-même, pour être acteur, effectivement, de sa santé. Ensuite, on va avoir effectivement ces patients aidants partenaires qui, là, vont plutôt effectivement, vont agir pour autrui et avec effectivement autrui. Ce sont les patients partenaires profil ressources qui, du coup, vont pouvoir et participent et agissent à, on va dire, tous les niveaux et dans différents domaines, que ce soit au niveau effectivement de l'éducation thérapeutique, au niveau de la gouvernance, au niveau de la qualité de la sécurité, au niveau de l'éthique, de la pérédance ou effectivement au niveau de l'évaluation des modalités d'intervention. Donc là, on a effectivement des profils plus de patients partenaires ressources qui vont agir effectivement pour autrui et qui vont à un moment donné utiliser et mettre à disposition des compétences et des savoirs pour autrui dans ces différents domaines. Notre niveau, ou en tout cas, pas tout à fait niveau, mais en tout cas notre domaine qui est là aussi toujours pour autrui, mais plutôt dans la partie recherche, donc les patients partenaires avec ces profils recherche qui vont effectivement pouvoir et qui vont intervenir dans le quotidien des projets, dans l'identification effectivement des priorités et des sujets de recherche, qui vont participer à ces projets de recherche-action de différents niveaux. Voilà. Mais là aussi, effectivement, en tout cas, qui vont pouvoir co-construire l'ensemble des éléments dans le domaine de la recherche avec les chercheurs. Dans l'enseignement, la partie effectivement pédagogique, donc on a patient partenaire profil formateur, effectivement, dans le cas du modèle de Montréal, on est sur patient partenaire profil formateur, patient partenaire enseignant, en tout cas, ça reste de la terminologie, mais pour lequel effectivement les actions menées par ces acteurs sont d'une manière ou d'une autre assez similaires et qui vont pouvoir intervenir dans l'ingénierie pédagogique, dans l'animation effectivement de séances ou de séquences pédagogiques dans le cadre de la formation initiale et continue, aussi au niveau de la gouvernance des programmes et qui peuvent aussi assurer et participer effectivement au mentorat des étudiants. Donc voilà, différents endroits ou possibilités sur lesquels effectivement ces acteurs peuvent intervenir. Alexandre n'hésite pas à compléter, à illustrer sur effectivement ces profils-là. On reviendra peut-être dans les questions parce qu'on sait que la terminologie est quelque chose, notamment ce qu'on appelle les patients experts, est quelque chose qui fait assez débat. Donc on reviendra parce que c'est un sujet complexe et là on voulait juste mettre les bases avant de vous donner les retours d'expérience. Ce qui est important de voir, c'est que, premièrement, il y a plusieurs autres façons de faire du partenariat en termes de choix stratégiques que ce qui a été choisi à l'Université de Montréal. Il y en a plusieurs. En France, il y a plusieurs autres choix stratégiques qui sont faits. Celui qui a motivé l'expérience au Québec, c'est celui de dire, du fait qu'on veut faire émerger ces comportements de coopération dans les soins et donc d'intégration des savoirs des personnes concernées pour qu'ils soient davantage acteurs de leurs propres soins et d'accompagnement d'autrui, on va passer par le partenariat dans l'enseignement parce que ça va permettre d'incarner déjà à l'échelle de l'institution de formation le fait que ces personnes sont légitimes et crédibles pour soigner et participer à la compréhension du soin. Et deuxièmement, qu'ils ont des compétences pertinentes pour atteindre nos objectifs pédagogiques. Donc ça, c'est deux raisons différentes. Mais donc, vous voyez qu'il y avait un encastrement qui disait « c'est parce qu'on veut faire bouger les choses dans les soins qu'on va passer par l'enseignement pour le faire ». Et que dans d'autres cas, l'argument des fois est purement éthique ou politique. Politique au sens démocratie, c'est de dire on essaye de faire des soins qui sont alignés avec les besoins populationnels, on a donc besoin, un tant soit peu, d'intégrer les membres de la société civile dans la formation de non-professionnels.
D'autres, c'était du point de vue éthique, qui est de dire, pour moi, ça ne fait pas de sens de travailler pour les personnes concernées sans les personnes concernées. Donc, l'enseignement sur la maladie chronique, enfin sur par exemple la douleur chronique, je vais intégrer, je sais pas, deux femmes qui vivent depuis 20 ans avec la fibromyalgie, puis qui ont appris à gérer la douleur chronique de manière autonome quasiment, ou certaines avec du soutien, mais quand même assez peu. Et de cela, dire, je pense que pour parler de la douleur chronique, c'est intéressant d'avoir des gens qui vivent avec depuis plusieurs années, et pas qu'en mode témoignage, mais à partir des savoirs concrets qu'ils ont développés au quotidien pour, par exemple, comment les professionnels de santé écoutent et entendent les enjeux de douleur, par exemple du point de vue en particulier d'une femme dans le système de santé. Et donc tout ça, ça peut participer à l'enseignement. Mais vous voyez que c'est d'autres critères que celui qui a été mentionné depuis le début, qui est un critère stratégique, c'est je passe par le partenariat dans l'enseignement pour faire advenir et faciliter l'émergence de pratiques de coopération dans les soins. Et il n'y en a pas un des arguments qui est meilleur que l'autre, mais ça entraînera des choix par la suite qui sont différents. Tu peux passer à la suivante, Claude. Et du coup, effectivement, voilà, le dernier profil qui est le patient partenaire, profil coach, hein, qui est plutôt voilà, quelqu'un qui, à un moment donné, va pouvoir intervenir sur ces différents acteurs, intervenir, ou en tout cas accompagner aussi ces différents acteurs. Donc, on voit bien cette diversité de profils hein, qui, du coup, vont mettre en œuvre un certain nombre de compétences aussi assez différentes par rapport au domaine d'intervention. Et du coup, notamment dans l'enseignement, et ça complète, enfin ça vient argumenter un petit peu ce que disait Alexandre là à l'instant, c'est qu'à un moment donné, il y a effectivement un certain nombre de questions à poser qu'il est important de se poser. C'est effectivement, à un moment donné, travailler et être en collaboration ou en co-construction avec des patients partenaires. À un moment donné, c'est les questions essentiel à se poser au démarrage, c'est pour développer quelles compétences chez les apprenants, quelle hypothèse effectivement pédagogique je fais, qui, à un moment donné, ces questions-là vont déterminer du coup est-ce que j'ai besoin du coup de la perspective, de l'expérience ou des savoirs expérientiels de patients partenaires. Et ça va déterminer effectivement quelles sont les personnes adéquates et notamment plutôt l'approche par compétence plus que l'approche effectivement par le diplôme. C'est à un moment donné dire quelles sont les personnes adéquates qui à un moment donné vont répondre, vont pouvoir construire effectivement avec moi ces hypothèses pédagogiques, ces intentions pédagogiques et ces objectifs pédagogiques que je fixe dans le cadre de mon enseignement. Et effectivement, in fine aussi, peut-être quel type d'accompagnement il va falloir mettre en place pour mobiliser du coup ces personnes, j'allais dire bonnes personnes qui n'est pas le bon terme, mais ces personnes, ces personnes à partir effectivement des compétences qui vont être nécessaires pour répondre à mon intention pédagogique et à mes objectifs pédagogiques in fine. La raison pour laquelle on vous a présenté ces questions qui ont l'air assez en fait simples et bateaux en termes de sciences de l'éducation, c'est qu'on se rend compte que globalement, dans beaucoup de cas en ce moment, il y a un élan très positif et spontané de vouloir des patients enseignants. On se dit, moi j'ai le goût, j'ai envie de participer, de faire des projets avec des patients enseignants. Et là, le réflexe des fois, c'est de ne pas avoir toute la réflexion pédagogique en amont, c'est de dire, mais pour développer quelles compétences? Et donc, qu'est-ce que tu fais comme hypothèse pédagogique qui fait qu'en mobilisant cette personne, ça va t'aider à développer telles compétences chez l'étudiant? Et dans plein de cas, on te dit, moi, je prends un patient comme ça, et je vais à un patient qui est diabétique, qui vit, etc. Et puis, pour animer un atelier d'éthique clinique. OK, mais qu'est-ce qu'il va se faire dedans? Il va co-animer avec moi la discussion critique sur les situations complexes qui vivent dans les soins. OK, donc pourquoi tu as besoin d'un patient diabétique pour faire de la co-animation d'un atelier d'éthique clinique? Donc là, il faut creuser parce que ce n'est pas spontané. Pourquoi ça serait pertinent? Est-ce que c'est sa perspective? Est-ce que le fait qu'il a vécu cette vie avec la maladie depuis des années, etc., va changer sa manière de voir les enjeux éthiques qu'on va discuter avec les étudiants ou la manière d'avoir un esprit critique sur les conditions qui favorisent certaines situations problématiques dans les soins? Ou est-ce que c'est ses savoirs expérientiels? C'est ses savoirs expérientiels. Mais pourquoi tu aurais besoin des savoirs expérientiels d'un diabétique dans un atelier d'éthique clinique, par exemple? Parce que ce que tu vas lui demander, c'est d'être en co-animation et donc une facilitation d'une discussion sur le sujet. Il va peut-être pas pouvoir contribuer de manière individuelle, en fait, à ce moment-là. Il n'y a peut-être pas l'espace pour ça. Puis c'est peut-être pas ce que tu souhaites. Bref, pour vous dire qu'on fait beaucoup de raccourcis avec le partenariat d'enseignement et donc l'objectif de vous mettre ces questions, c'est de dire comment à chaque fois, de manière méthodique, je peux d'abord me poser la question très classique de quelles compétences je vise, qu'est-ce que j'ai besoin pédagogiquement pour développer ces compétences et ensuite, est-ce que pour ces objectifs pédagogiques, ces moyens pédagogiques,
Qu'est-ce que je mobilise? Des personnes concernées, du point de vue de leur perspective, de leur savoir, de quel type de compétences complémentaires, etc., etc. Donc, dans les exemples qu'on va vous donner, on va expliciter ces questions-là. Donc là, on vous donne, Claude, juste pour te dire, comme on est en retard sur le temps, là, on va se donner, je pense, 10 minutes par retour d'expérience, le tien et le mien, donc je te donnerai un feedback à 31. Pas de souci. Bon, effectivement, une manière peut-être d'illustrer justement ça, hein, les questions qui ont pu se poser, notamment sur un retour d'expérience, donc une expérience qui a été menée du coup avec l'IFSI de Carcassonne donc, et Savoir Patient, donc dans la co-construction d'un dispositif pédagogique de simulation en santé. Auprès de différents étudiants. Il y a une coquille effectivement là, dont effectivement l'objectif était de travailler au développement des compétences en lien avec le savoir-être. Bon, cette expérience, comme souvent effectivement dans le partenariat, dans l'enseignement, ça part d'une rencontre en fait. Ça part d'une rencontre et puis voilà d'une volonté d'une ou plusieurs personnes. En l'occurrence, effectivement, c'était voilà la rencontre entre la responsable pédagogique de l'IFSI et puis on va dire 2 des acteurs de Savoir Patient qui à un moment donné voilà se sont dit bah ouais, nous voilà on travaille sur ce dispositif de simulation de santé. Jusqu'à maintenant ces dispositifs en règle générale les scénarios étaient joués par nos cadres formateurs qui étaient les patients partenaires acteurs ou acteurs patients partenaires. Bon, on voit un petit peu les limites, notamment par rapport par rapport aux étudiants et voilà le biais que ça amène. Donc, on voudrait essayer de voir comment est-ce qu'on pourrait faire autre chose. Et donc, la première demande initiale, c'est à un moment donné, ben voilà, on voudrait créer ce dispositif et on voudrait que ce soit des patients partenaires qui soient acteurs effectivement des scénarios que l'on a construits. Donc de cette rencontre effectivement, ben nous on s'est dit attends là on va repartir un petit peu du début justement et on a créé un groupe de travail en fait avec l'équipe pédagogique de l'IFSI et 2 patients partenaires pour dire justement à un moment donné essayer de se recaler sur les intentions pédagogiques et sur nos objectifs pédagogiques parce qu'il y avait des choses voilà dans la discussion. Et on a créé effectivement ce groupe de travail pour justement aller re-questionner tout ce qu'on a un petit peu enfin tout ce qu'on vient de voir ensemble précédemment, parce que ça nous a paru essentiel effectivement de re-questionner tout ça parce que c'était évident et notamment parce qu'on partait effectivement peut-être d'un niveau là du coup d'un niveau d'engagement qui était plus de l'ordre de la on va dire, de la consultation, voire voilà, consultation, collaboration, mais finalement pas si partenariale que ça, puisque là aussi, dès le départ, quasiment tout était construit. Les séances, de toute façon, les simulations, c'était déjà quelque chose qui était en œuvre dans l'établissement. La fiche pédagogique, elle était déjà pratiquement construite. Les scénarios, en tout cas, le scénario était déjà posé. Et la création de ce groupe de travail, effectivement, a été assez important parce que je reviendrai effectivement sur l'expérimentation, mais parce que en fait, les patients partenaires qui ont intégré et qui ont demandé la création de ce groupe projet ont fait évoluer la thématique des scénarios de départ. En fait, le scénario de départ, c'était de faire face à une situation de refus de soins, qui était d'ailleurs plutôt un refus de prescription, vers la rencontre soignant-patient partenaire dans une dynamique de co-construction effectivement du projet de soins. Donc pour reprendre un peu plus dans le détail, mais rapidement, donc il y avait 4 binômes. En fait, il y a eu la création de 4 binômes patients partenaires formateurs et cadres de santé formateurs. Ça a concerné effectivement 186 étudiants en soins infirmiers et élèves aides-soignants, parce qu'il y avait aussi un objectif de faire travailler l'interdisciplinarité. Donc sur des étudiants de première et troisième, en soins infirmiers de première et troisième année, et donc du coup les élèves aides-soignants. Donc ces étudiants, ils ont été effectivement répartis en 4 groupes sur plusieurs demi-journées, et l'objectif pédagogique principal qui a été posé, c'était d'être capable de développer un échange avec la personne qui vit avec un diabète entre partenaires égaux dans la relation de soins.
Donc le scénario, voilà, juste vous montrer effectivement du coup la synthèse de ce scénario hein, qui s'est formalisé, mais comme le veut la simulation clinique, en 3 troncs progressifs dans la simulation. Qui sont effectivement posés là, mais de toute façon, la présentation vous sera certainement aussi partagée, donc vous pourrez y revenir plus tard. Ce qui est, du coup, voilà, c'était ça. Ce qui était intéressant, hein, du coup, de ce travail et cette rencontre hein, qui est venue, du coup, questionner un certain nombre de choses, des 2 côtés d'ailleurs, hein, du côté des professionnels, des cadres formateurs, mais aussi des patients partenaires formateurs qui sont intervenus dans le dispositif. Je vous le disais effectivement sur le sujet du scénario qui a évolué entre le début et finalement et ce qui a été fait. Les patients partenaires effectivement qui ont été intégrés au groupe projet ont aussi effectivement fait émerger la réflexion sur les rôles et missions. Ces questionnements sur l'intention pédagogique, sur effectivement l'objectif pédagogique, on est venu un petit peu les questionner et du coup venir amener de se poser justement la question de cette approche par compétences et de quelles compétences effectivement on a besoin, mais pourquoi faire. Donc on a assez rapidement posé qu'à un moment donné, au vu de la thématique, il y avait besoin aussi de compétences relationnelles et pédagogiques. Du coup, l'équipe de Savoir Patient et du coup ces 2 patients partenaires qui étaient intégrés, on a bien compris effectivement qu'il y avait 6 acteurs patients partenaires qui du coup sont intervenus sur le dispositif. ont fait et ont effectivement, on va dire, pris en charge toute la partie accompagnement des patients partenaires formateurs qui ont participé effectivement aux simulations, mais aussi au débriefing. Donc, on a formé du coup les patients partenaires intervenants aux intentions et objectifs pédagogiques, à la démarche d'apprentissage par la simulation clinique, au brief effectivement sur les scénarios et aussi aux généralités sur le diabète parce que le scénario effectivement concernait des personnes concernées par un diabète, mais en l'occurrence, les patients partenaires qui sont intervenus ne connaissaient pas et n'étaient pas eux-mêmes concernés par la maladie. Donc, ce qu'on cherchait effectivement, c'était pas leur savoir sur la maladie, c'était vraiment effectivement les savoirs expérientiels qui pouvaient mobiliser dans des situations similaires qu'ils auraient pu effectivement vivre aussi dans leur propre pathologie. Donc bon, voilà, on avait quand même en tout cas souhaité intégrer ces généralités sur le diabète c'était plutôt une demande de leur part d'ailleurs, ça leur paraissait plus rassurant. Mais finalement, ils n'en ont pas eu besoin sur la simulation. Et puis dans la phase de débriefing, parce que du coup, les patients partenaires qui étaient acteurs ont aussi participé aux phases de débriefing. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont allés questionner effectivement et favoriser l'expression des ressentis et des émotions des étudiants face effectivement à cette situation et face à cet exercice en simulation clinique. Ce qui finalement n'était pas, en tout cas, pas tant questionné que ça initialement. Et c'est ce qui est ressorti du coup dans l'évaluation du dispositif qu'on a fait, c'est que finalement les cadres formateurs ont à un moment donné d'ailleurs été déstabilisés par le fait que effectivement les patients partenaires allaient questionner à un moment donné sur qu'est-ce que les étudiants avaient ressenti, comment à un moment donné leur permettre effectivement cet espace pour pouvoir à un moment donné exprimer un petit peu ce qu'ils avaient ressenti face à ce patient partenaire. Et voilà, c'était assez intéressant de pouvoir le voir. Donc, première expérience. Deuxième expérience. Attends, deuxième. Tu peux toutes les afficher. Je vais les mettre tout d'un coup. Donc là, pareil, on se donne 10 minutes max. Comme ça, ça nous laissera 20 minutes pour la discussion et les questions, pour cette première partie en tout cas. Vous voyez que une partie, surtout quand on parle de partenariat, au-delà de se péter les bretelles, comme on dit, pour dire c'est le niveau maximum d'engagement, etc., que ça serait désirable en soi, comme si c'était le fondement ultime, il y a aussi une réflexion purement stratégique et opérationnelle là-dedans, qui est de dire,
plus on implique les gens en amont, c'est-à-dire plus on définit ensemble le cadre pédagogique notamment, plus il y a de chances que toutes les ressources et le temps qu'on aura investi en plus, il a une valeur ajoutée du point de vue des étudiants en termes de développement de compétences. Parce qu'on le voit dans le cas qu'a montré Claude, si on implique les personnes une fois que tout est déterminé, la probabilité que la personne rentre dedans et soit pas à l'aise dedans et n'y arrive pas, se sent elle-même prise là-dedans et n'arrive pas à contribuer comme elle voudrait ou de la manière dont c'est pertinent ou qu'elle le sent que c'est pertinent ou que les étudiants sentent qu'elle est pertinent. Donc déjà, vous avez peu de chances des fois de les garder dans le temps parce qu'au bout d'un moment, c'est désengageant d'arriver dans un dispositif dans lequel on n'a pas pu se l'approprier un tant soit peu, alors qu'après, on va être un acteur de premier ordre dans l'enseignement. Donc ça, nous, on l'a vu, c'est que si on le fait trop tard, au bout d'un moment, en fait, on désengage les personnes et c'est compliqué d'aller identifier des personnes concernées qui vont s'engager. En France, c'est souvent de manière bénévole, mais même ça émerge et de plus en plus sont rémunérés. Mais au Québec, c'était rémunéré à chaque fois. Mais même quand les personnes étaient rémunérées, c'était compliqué des fois de relancer quand l'expérience n'est pas agréable parce que les personnes ne sentent pas qu'ils peuvent contribuer au mieux de ce qu'ils peuvent apporter. Et deuxièmement, c'est que si on fait ça, parce que ça permet d'aller chercher d'autres perspectives et d'autres types de savoir, et qu'on a déjà tellement cadré la chose que la personne ne peut pas intégrer ça à l'intérieur, même on aura passé 10 heures, 15 heures, 20 heures en plus de ce qu'on aurait fait habituellement si on l'avait donné tout seul, cette formation comme d'habitude. Et en fait, ça aura très peu de valeur ajoutée parce que cette perspective et ces savoirs n'auront pas pu nourrir le dispositif pédagogique. Donc, après, d'un point de vue aussi simple, ce n'est pas juste le faire en amont pour le faire en amont, c'est qu'on se rend compte que c'est le seul moyen, plus on met les personnes dedans en aval, enfin en amont, plus ça permet d'intégrer cette valeur ajoutée qu'on vient chercher. Là, vous voyez le portrait à peu près une grande partie des activités pédagogiques qu'on a mis en place à la faculté de médecine de l'Université de Montréal. Vous voyez le nombre de patients formateurs qui sont mobilisés par chacune d'entre elles, le nombre d'étudiants qui sont exposés et qui participent à cet enseignement chaque année. Pour vous en donner, je ne pourrais pas rentrer dans le détail de tous, je vais juste en prendre certains qui sont dans la deuxième, mais en gros, pour vous montrer que le premier, historiquement, ça a été ces cours de collaboration interprofessionnelle, c'est-à-dire que le moteur de l'intégration des patients enseignants, ça a été justement le fait que le patient était un catalyseur de la collaboration interprofessionnelle, du fait que justement, il mettait dans une autre disposition que l'espèce de guerre interpro, et qui faisait en sorte qu'on se mettait autour d'un projet commun qui était le projet de vie de la personne, et que sa qualité de vie soit maximale, optimale, pour qu'il puisse réaliser son projet de vie, et que ça, c'était le moteur le plus important des gens dans leurs soins. C'est que ça permet de faire ce qui leur apporte de la joie, ce qui fait sens pour eux au quotidien, plutôt que d'avoir des données médicales objectives optimales. Ça transcende personne et ce n'est pas le moteur pour la majorité des gens, ce simple objectif biologique. Et la qualité de vie est souvent, en particulier pour les malades chroniques, un objectif plus important que gagner 2 ou 3 ans d'espérance de vie en tant que tel. C'est que cette qualité de vie au quotidien, est-ce qu'on peut y faire qui compte davantage? Et de ce fait-là, ça a été le premier moteur d'implication des personnes. Et vous avez vu, il a fallu tout de suite… Claude, tu n'as plus de batterie. Et de ce fait-là, vous voyez, tout de suite, il a fallu former et recruter 76 patients formateurs, ce qui était un défi, parce qu'il y a quelques années pour faire ça. Et j'en profite, même si ce n'était pas le but, mais pour dire que l'identification des patients à l'Université de Montréal s'est fait du point de vue clinique. C'est-à-dire qu'on a demandé aux cliniciens, aux soignants, d'identifier dans leur patientèle les personnes qui étaient particulièrement engagées dans les soins, c'est-à-dire qu'incarnaient cet idéal éthique de pratique du soin qu'on voulait illustrer aux étudiants pour que ça corresponde à un horizon, que ça constitue un horizon pour eux, que c'est ça qu'ils désirent atteindre avec leurs patients, la manière de fonctionner. Et que de ce fait-là, on est passé non pas par une annonce de journal qui dirait voici, on met ça dans le journal ou sur les réseaux sociaux, dire tiens, si vous avez une expérience, que vous êtes concerné, venez à la faculté de médecine, ce qui est un autre mode qui est choisi aussi, mais qui peut rendre plus compliqué la suite. C'est-à-dire que vous pouvez avoir énormément de demandes, et puis après, il faut comment vous filtrez, comment vous identifiez les personnes avec qui vous allez travailler. Ça peut demander en tout cas beaucoup de ressources internes. Donc nous, on a centré sur les soignants impliqués dans l'activité à la base, leur demander d'identifier des personnes concernées, activement engagées dans leurs soins et qui ont un esprit critique, c'est-à-dire qu'ils savent exprimer leurs désaccords, mais de manière constructive, et de se dire, c'est avec eux qu'on va travailler principalement. C'était une parenthèse très rapide sur le recrutement qui pourtant pourrait durer des heures, mais au moins, je vous ai lancé ça. Si ça vous intéresse, on pourra revenir dessus. Les autres ateliers, juste pour vous dire, il y a des ateliers assez simples en première ou deuxième année sur, par exemple, les conflits d'intérêts, sur la participation de lobbies pharmaceutiques et autres, et de voir justement le point de vue de toute personne. Ou sur le professionnalisme en médecine, le rapport à l'intimité, le rapport justement à la manière de se présenter les uns les autres, sur la manière d'une forme de déontologie, mais qui n'est pas juste dans le texte, mais d'un point de vue des comportements et du savoir-être, ou le
l'atelier en 4e année, vous voyez ici, pouvoir et sarrau blanc. C'est-à-dire le rôle de la blouse blanche, quel va être l'impact d'apporter une blouse blanche sur comment ça va disposer la personne en face de vous à vous écouter, à vous entendre différemment, et de ce fait-là, comment vous, en tant que professionnel, vous pouvez avoir des garde-fous, des points de vigilance quant à l'impact que va avoir le port de cette blouse blanche, si on est en médecine, face à la personne concernée. Donc, comment s'assurer d'une participation active de la personne en face quand déjà le symbole qu'on porte sur nous va tendance à passiver la personne en face. Donc, par exemple, c'était le genre de discussion qu'il pouvait y avoir. Donc, je vais passer surtout aux 2 d'après, dans la slide d'après, s'il te plaît, Claude, qui sont les ateliers d'éthique clinique. Donc, pour vous donner cet exemple concret de dispositif pédagogique. Donc là, on est sur des étudiants de 3e et 4e année. Même fonctionnement, je ne reviens pas dessus parce que c'est la même chose que Claude, c'est-à-dire on part dès le départ d'un groupe de patients et de soignants qui vont construire l'activité ensemble. Donc là, on a une commande de la direction du bureau de l'éthique clinique qui nous dit on a de plus en plus de remontées des étudiants qui nous disent qu'ils ne savent pas comment faire face aux enjeux qu'ils vivent dans leurs premières années d'immersion clinique. On ne sait pas comment les accompagner, mais on voit que c'est source de souffrance, de malaise pour beaucoup, voire de décrochage pour certains. Comment on peut faire en sorte d'adresser ça? Et comme nous, la direction de collaboration et partenariat patient à la faculté de médecine, on était une entité composée de patients et de professionnels de santé à parité. On reçoit cette demande du bureau de l'éthique clinique et on va donc mobiliser des cliniciens et des patients de notre réseau pour se questionner ensemble. Et ce qui arrive, c'est comment on pourrait animer des discussions entre leurs stages cliniques pour revenir sur ces situations-là et les décrypter ensemble. Donc, on est parti par des récits. Donc, on a demandé à chaque étudiant d'écrire en une demi-page, en une page, un des enjeux éthiques, une des situations humaines complexes qu'il a vécues dans sa pratique durant les 5 ou 6 mois de pratique qu'il avait eu en amont. Et ensuite, on s'est nourri dans chaque groupe d'une vingtaine d'étudiants de ces récits-là. On a formé ensemble les patients enseignants et les soignants, donc, qui sont enseignants. Donc, juste pour vous dire aussi, au passage, je le dis de manière spontanée, mais on a tendance la plupart du temps à former que les patients enseignants, comme si tous les soignants étaient des pédagogues nés et incarnés, et que de ce fait-là, il n'y avait pas besoin de former aussi les soignants qui allaient intervenir dans le dispositif à ces pratiques de co-animation et de passer ces idées sur des choses nouvelles comme l'éthique clinique ou l'animation d'un groupe ou d'une discussion sur des sujets complexes. Donc, les formations, elles étaient destinées aux 2 publics, elles étaient obligatoires pour les 2 publics, et ils venaient déjà en duo. C'est-à-dire qu'on avait formé le duo patient-enseignant, enfin là, c'était médecin-enseignant, en amont pour qu'ils suivent la formation ensemble, qu'ils se posent des questions ensemble et qu'ils commencent déjà à pas arriver le jour même de l'atelier d'éthique clinique à co-animer ensemble. Donc, ils ont appris à se connaître, à se poser des questions sur l'activité ensemble en amont. Ils arrivent à ces activités, il y en a 2, ça dure 2 fois 4 heures, 2 fois 3 heures, pardon. Et justement, là, ce qui était intéressant, c'était de se dire quelle va être la position, quelle a été la perspective, quelle a été la position du patient dans ce dispositif. Et là, c'était de ce fait-là pas la participation à partir d'un savoir expérientiel personnel, du fait d'avoir vécu avec le sida, l'hémophilie, d'avoir eu l'expérience d'un cancer ou autre, mais là, on venait chercher le décentrement que permettait la présence du patient quand on discutait d'un enjeu propre à un étudiant en médecine en clinique et qui explique moi j'étais pris comme ça dans telle situation avec le patient qui me demandait ça, mais je savais que mon chef de service il me demandait autre chose, j'ai pris la décision mais en fait j'étais mal à l'aise. Ok, si on discute ça entre pairs, ça a un intérêt, entre médecins, entre étudiants en médecine, entre un étudiant en médecine et un médecin expérimenté, c'est déjà intéressant et ça se passe déjà à la faculté de médecine, mais on voulait justement avoir ce prisme complémentaire de décentrement, de dire oui, mais du point de vue du patient, qu'est-ce qui s'est passé dans cette situation? Et pourquoi ça a potentiellement généré telle tension, tel désaccord, telle question de la part du patient ou telle colère, etc. Et donc, là, ça nous a demandé de ce fait-là d'aller identifier des patients enseignants qui avaient des parcours différents et des compétences différentes. Donc, vous voyez, ce n'est pas parce que, par exemple, dès le début de l'activité, on a pensé l'activité avec 5-6 patients enseignants et 4-5 professionnels de santé, c'était le cas à l'époque, que ces 4-5 patients étaient forcément les patients adéquats pour intervenir dedans. On a choisi ensemble, on a identifié ensemble quels étaient les parcours les plus pertinents pour avoir les compétences requises dans ce dispositif-là. Et là, on a identifié d'ailleurs d'autres patients, c'est pour ça qu'il y en a 12 et qu'il y avait d'autres personnes, dont certains qui étaient au début et qui n'ont pas participé. Donc, je n'ai pas le temps de rentrer plus en détail, mais ça se passe 2 fois, ça a été animé de cette manière-là. Et le seul point que je vous mentionne, parce que ça, c'était l'échec qu'on a eu les 2 premières années et qui, je trouve, moi, m'a servi de leçon pendant quelques années, c'est qu'on était super heureux d'avoir outillé les étudiants en médecine à retourner dans leur lieu de stage
avec des grilles de lecture leur permettant de mieux comprendre les relations de pouvoir, de savoir, de ce qui se passait en termes justement le rôle des représentations, etc. Et on pensait vraiment avoir contribué à leur bien-être et leur émancipation. Et quand on les a vus l'année d'après, les 2 premières cohortes, ce qu'ils nous ont dit, ils nous ont dit, mais c'est horrible ce que vous nous faites faire, parce qu'en fait, on revient dans les milieux de soins qui, eux, n'ont pas changé, et on continue à travailler et à s'immerger 40, 50, 60 heures par semaine avec ces nouvelles lunettes qui nous font voir tous ces enjeux, mais on n'a pas plus de pouvoir d'agir sur l'organisation des soins, sur l'organisation des stages, etc. Donc, en fait, on a dû renforcer nos mécanismes de défense pour se protéger de ce que vous nous permettiez de voir. Donc, il a fallu ajuster l'activité et justement l'organisation des stages pour ça. Mais vous voyez, ça illustre pour moi l'enjeu des approches pour. On a voulu faire pour le bien des étudiants. On était entre soignants et patients, mais encore une fois, on n'avait pas par contre les étudiants. Donc, on a voulu travailler pour le bien des étudiants, mais sans eux. On n'a pas appliqué le partenariat jusqu'au bout les 2 premières années. Et on s'est retrouvé justement à mettre en difficulté les personnes alors qu'on était bien intentionnés et qu'on voulait contribuer à leur bien-être et résoudre une partie de leurs problématiques. Donc ça, c'est un point de vigilance parce que c'est une erreur, c'est un échec. Et c'est une philosophie pas appliquée jusqu'au bout et qui a eu des conséquences, mais qui illustre bien ce qui peut se passer avec les patients aussi. C'est-à-dire de travailler pour eux, pour leur bien-être, en étant bien intentionné, mais ça ne donne pas forcément le résultat voulu. Escompté. Escompté, exactement. Merci à vous deux, voilà, c'est bien parce que de toute façon, on a la chance de repartir avec vous dans d'autres explorations à 11h15. Donc là, on arrive sur ce temps où on va pouvoir échanger autour de questionnements, de commentaires, de réflexions. Donc on va revenir en plateau pour ce faire. Et je vais laisser la parole à nos deux fils rouges de la matinée, Madame Fauveau et puis Monsieur Marais. Christophe Auriou aussi peut intervenir, voilà, pour quelques commentaires, réflexions, questions par rapport à votre intervention. Madame Fauveau ? Oui, merci. Bonjour à tous. Moi, j'ai bien aimé votre première partie de Monsieur Berkès relative au fait qu'il n'y ait pas de recette. Effectivement, il n'y a pas de recette. On part d'une expérience, mais il y a d'important le contexte. Et vous l'avez dit, avec cette notion de temporalité, c'est-à-dire que quand on veut partir dans ces expériences, on peut avoir extrêmement envie d'y aller, être très impliqué, il faut que ce soit le bon moment. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on sent au niveau de la société que c'est le bon moment, on sent au niveau des dispositifs de formation que c'est le bon moment, puisque nous sommes tous actuellement dans les instituts en train de nous questionner, de revenir sur nos différents référentiels pour nous inscrire dans cette approche beaucoup plus systémique et qu'on ait autour de nous, des facteurs contributifs. Donc c'est vrai que ce qui me semble important, c'est la maturité du projet avec déjà une approche méthodologique qui soit un petit peu plus assurée. Voilà. Et puis, ce qui me semble important aussi, c'est quand vous avez parlé du fait d'impliquer les patients dès le départ dans le dispositif, tout en ayant quand même eu une certaine définition du profil du patient que vous allez associer. Et très souvent, et peut-être qu'il y aura une question qui sera posée par rapport au recrutement, parce que c'est vrai que le recrutement des patients, enseignants, experts, partenaires se pose et qu'elle n'est pas si simple à résoudre. Puisque c'est vrai que quand on regarde un petit peu ce qui est fait actuellement au niveau de la commission patients-enseignants à la faculté de médecine, les patients ont été associés à la validation des recettes par rapport aux enseignements cliniques. Et c'est vrai que là, on a pu prendre conscience que dès le départ, il pouvait y avoir une difficulté qui pourrait paraître tout à fait banale et qui pourtant va bloquer, à savoir l'information, le langage, quel est le type de langage que l'on va utiliser dans une relation avec le patient. Rien que pour les enseignements, on en a besoin dès le départ et c'était important, par exemple, que les patients puissent s'exprimer et apporter des modifications sur les différentes vignettes qui vont être présentées aux étudiants en médecine. Et puis enfin, je voudrais juste dire, j'ai retenu la blouse blanche, ce qui me fait rebondir sur la psychiatrie, parce que j'ai eu une expérience dans mes anciens secteurs en santé mentale. Et la question s'est posée dans les services de garder ou pas la blouse blanche précisément
pour aller dans une alliance thérapeutique avec les patients. Donc ma question serait, est-ce que dans vos premières années de réflexion, vous vous êtes appuyé sur l'expérience qu'on pouvait avoir dans les secteurs de santé mentale? Voilà. Merci en tout cas pour vos interventions très, très, très claires et très intéressantes. Alors, Merci. en Amérique du Nord, le mouvement du rétablissement en santé mentale est effectivement enclenché depuis plusieurs années, c'est-à-dire l'objectif de la réinsertion dans la vie commune, dans la cité, dans la vie sociale, des personnes avec des enjeux de santé mentale. Et de ce fait-là, assurément, ce milieu a été un des moteurs principaux d'un changement de vision quant à l'objectif principal du soin. Qui ne serait pas justement purement physiologique ou de garder cet équilibre-là ou d'avoir quelqu'un qui ne nous embête pas trop en société, mais de réussir à l'accompagner pour retrouver un tant soit peu d'autonomie et de réaliser quelque chose qui fait sens pour lui comme pour la société en fait. Donc, vous avez raison de faire le lien que je n'ai pas explicité avec la santé mentale parce qu'au Québec, en tout cas, et en particulier et aux États-Unis aussi, beaucoup, ces mouvements-là sont nourris par une partie du mouvement associatif et soignant du milieu de la santé mentale, visant ce développement des pouvoirs d'agir des personnes et surtout leur réintégration à la société dans quelque chose qui fait plus de sens que de guérir un problème de santé purement objectifié ou vu d'un point de vue médical unilatéralement. Donc, on fera rentrer plus en détail plus tard, mais disons que oui, ça s'inscrit dans cette logique-là et il y a des parentés en termes de concepts et de logique associative notamment. Je parle parce que là, je n'ai pas parlé beaucoup du rôle des associations, mais elles sont très présentes là-dedans. Très bien. Moi, juste, pour ce retour. Allez-y, Madame Dex, allez-y. Juste effectivement sur la blouse blanche, ce qui est assez étonnant et moi, pas ce qui me questionne, mais en tout cas qui peut être questionné aussi, c'est que moi j'ai eu du coup l'expérience, notamment dans le cadre d'une formation auquel j'ai participé, sur lequel il y avait donc pareil, souvent patients partenaires et professionnels de santé. Et cette question de la blouse blanche avait été questionnée et du coup réfléchie dans cet espace-là. Et en fait, moi, ce qui m'avait assez surprise, c'est que en fait, les professionnels de santé, quand on leur donnait, en tout cas, on leur proposait de dire à un moment donné, cette blouse blanche, est-ce que effectivement dans le cadre de la relation avec vos patients, qu'est-ce qu'elle vous amène ou qu'est-ce qu'elle apporte, pourquoi effectivement, et que ça peut être un frein justement à cette entrée en relation. La majorité des professionnels en fait avaient plutôt indiqué que c'était un moyen de protection aussi pour eux, une manière effectivement de se protéger, et j'ai trouvé ça assez intéressant. Et du coup, c'est effectivement peut-être à questionner et à travailler dans le cadre des enseignements, même s'il y a d'autres raisons pour lesquelles on a la blouse, mais ce qui était, les premiers éléments qui ressortaient, dire pourquoi est-ce qu'effectivement c'est important d'avoir la blouse, c'était pas l'hygiène et ainsi de suite, c'était effectivement parce que c'est aussi une manière de me protéger, peut-être effectivement notamment de la partie des émotions de l'autre. Et c'est pour ça qu'il y a des activités d'ailleurs qui ne sont pas très coûteuses en termes de ressources et que vous pouvez mettre en place pour introduire ce changement.